Smart Job, c'est reparti. Ceux qui vont nous aider à décrypter l'actualité ce jeudi, vous les connaissez bien. Pierre Guillet, le PDG de Ezion et président du mouvement des entrepreneurs et dirigeant chrétien. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui dans Smart Job. Olivia Copin est également avec nous, fondatrice de Just Business, enseignante et coach en bien-être au travail. Bonjour Olivia. Bonjour. Et Sylvain Bersinger nous accompagne également, chef économiste au cabinet Asterès. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous les trois, merci d'être avec nous. Au programme d'abord, je le disais, l'adoption de la loi sur le partage de la valeur. L'Assemblée nationale s'est prononcée pour étendre le dispositif aux petites entreprises rentables de plus de 11 salariés. Il était déjà obligatoire, je le rappelle, dans les moyennes et grandes entreprises via la participation ou l'intéressement. Olivia Copin, qu'est-ce que vous pensez de l'extension de ce dispositif? Est-ce que l'enjeu, il est le même aujourd'hui pour les salariés d'une petite entreprise? Et est-ce que vous croyez, voilà, je pose les trois questions en même temps, en sa capacité à donner davantage, puisque c'était un peu l'objectif, de pouvoir d'achat aux salariés, davantage les engager dans leur entreprise? Oui, je pense que ce n'est pas étonnant que le dispositif soit étendu. Je pense qu'au-delà, évidemment, d'augmentation du pouvoir d'achat, c'est un vrai changement de paradigme, en fait. C'est vraiment... on se pose la question sur le rôle et la place du salarié dans l'organisation. Et à partir du moment où on accepte de partager cette valeur, on part du principe que les salariés participent à cette création de valeur. Donc, ils ne sont plus de simples exécutants, mais quelque part, voilà, ils participent complètement, ils sont impliqués dans cette création de richesse. Donc, je crois que c'est vraiment ce changement de paradigme qui est important. Effectivement, je pense aussi, ça montre aussi, c'est un bel exemple aussi de dialogue social qui a été construit, apaisé, qui apporte finalement une réforme majeure qui est peut-être moins médiatisée que les autres réformes qu'on a pu voir sur au niveau du droit du travail, mais qui est quand même très importante. Et je ne sais pas si ça va... Je pense que c'est vraiment une réforme sur le long terme. Est-ce que ça va de suite impacter, résoudre la crise du pouvoir d'achat? Parce qu'effectivement, c'est ça la question aujourd'hui. Mais en tout cas, ça change complètement le rôle du salarié dans l'organisation. Et je pense que c'est un signal qui était important à envoyer. Pierre Guillet, ça change le positionnement du salarié au sein de l'organisation. Et peut-être, comme le disait Olivia, c'est aussi une forme d'apaisement. C'est vrai qu'il y a eu cette réforme des retraites. Là, voilà, c'est plutôt un signe positif des négociations qui ont abouti entre syndicats, patronat et gouvernement. Moi, je trouve que ça, c'est vraiment un très très bel exemple justement de consensus et d'accord de toutes les parties. Il n'y a que la CGT, je crois, qui n'a pas signé, mais ceci étant dit, tous les autres se sont mis d'accord sur un sujet qui rassemble, en fait. Après, bon, les petites entreprises, quand voilà, c'est 1%, je crois, du chiffre d'affaires en résultat qui peut rendre éligible l'entreprise pour distribuer de la valeur financière à ses salariés. L'entreprise qui a 10 personnes, qui fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires, 1%, ça fait 10 000 euros. Donc, c'est pas grand-chose entre les investissements, etc. Donc, je pense que c'est un peu symbolique. C'est symbolique, oui. C'est symbolique, mais c'est un signal. Et je pense que le signal est important. Mais c'est surtout, moi, l'accord qui me... Oui. Ouais. Sylvain Bersinger, c'est un signal positif, oui c'est ça, d'aller dans le bon sens. Je le dis quand même, les oppositions sont dubitatives, voilà. Je ne sais pas si c'est habituel. Voilà. Est-ce que des mesures aussi, je vous pose la question, sur le salaire auraient peut-être été plus efficaces? Moi je suis d'accord avec ce qui a été dit, c'est une mesure qui va dans le bon sens. Je crois que ce qu'il faut voir, si on se replace un peu dans le contexte économique actuel, les marges des entreprises sont globalement bonnes. Alors en moyenne, après ça, la moyenne cache des disparités assez importantes, mais avec l'inflation, on avait craint que les marges d'entreprise s'étiolent et en fait elles se maintiennent, voire elles augmentent un petit peu. Donc dans ce contexte-là, et avec des salaires qui n'augmentent pas aussi vite que l'inflation. Donc dans ce contexte-là, aller justement sur ce type de partage de la valeur, ça me semble être totalement une bonne chose. Après, je pense qu'en effet, en termes de pouvoir d'achat, il ne faut pas attendre un renversement de table. Voilà, ça va dans le bon sens pour le pouvoir d'achat, mais je ne crois pas que ça changera totalement la dynamique du pouvoir d'achat des salariés ou des Français dans les années à venir. C'est bien de le dire. Qu'est-ce qui a été dit d'ailleurs sur l'augmentation exceptionnelle des bénéfices? Voilà, le point de la loi sur les super profits. Ça, c'était quelque chose qui pouvait poser problème, Sylvain Bersinger? C'est vrai qu'il y a un gros débat sur les super profits. On a vu certains grands groupes énergétiques dans les transports qui ont fait beaucoup de profits, avec tout le discours sur est-ce qu'il faut les taxer ou pas. Alors bon, le gouvernement est assez prudent sur les taxes sur les entreprises, mais c'est vrai que si on observe, et d'ailleurs Benoît Querelle a dit, à l'autorité de la concurrence, si on observe certains secteurs ou certaines entreprises qui font des marges très élevées, voire qui augmentent dans le contexte inflationniste, dans le contexte où il y a quand même des pertes de pouvoir d'achat pour un certain nombre de salariés, aller plus loin, voir pourquoi pas une taxe pour
forcer certaines entreprises qui feraient beaucoup de profits dans le contexte actuel, des super profits, pas beaucoup de profits, mais des super profits, à redistribuer. Peut-être que si on voit des marges qui continuent à augmenter de manière importante, il faudra peut-être aller sur des choses un peu plus coercitives pour que les entreprises, certaines en tout cas, jouent un peu plus le jeu du partage de la valeur. Mais d'ailleurs coercitif, parce que là, Olivia Copin, il y a une obligation véritablement de mettre ça en place, ou il y a une obligation de négocier au moins? Oui, en tout cas, effectivement, je pense que, en tout cas, voilà, on encourage fortement les entreprises à aller dans ce sens-là. Pour revenir à la problématique des super profits, je pense qu'on l'a vu pendant la crise des Gilets jaunes, les gens n'attendent pas des super salaires. En fait, veulent un salaire qui permet en fait de vivre dignement. On revient vraiment sur la question de qu'est-ce que vivre dignement, de la dignité humaine, un travail qui permet de partir en vacances, de subvenir aux besoins de sa famille et qui n'impacte pas, on va voir dans le sujet suivant, la santé aussi mentale. Voilà, c'est au-delà du... Voilà, je pense que les gens n'attendent pas d'avoir les super profits, c'est une chose, mais c'est vraiment un salaire qui permet de retrouver la dignité. Et effectivement, la question du partage des richesses, c'est plus sur un temps long, on le voit avec l'épargne salariale, c'est plus quelque chose qu'on va avoir à la fin d'un contrat, au bout de quelques années. C'est complètement différent du sujet du salaire. Bon, donc un autre sujet, vous me faites la transition, Olivia, sur lequel nous voulions revenir aujourd'hui, c'est bien l'absentéisme qui repart à la hausse en 2022. Le taux d'absentéisme atteint 5,64% contre 4,94% en 2021. Dans le détail, ce sont les raisons de santé qui justifient ces absences pour 84% d'entre elles. Olivia Copin, je vous redonne la parole. Pourquoi la santé mentale prend-elle aujourd'hui une place de plus en plus importante dans les entreprises? Et c'est vrai que moi, je me suis posé cette question. On n'a jamais autant parlé de QVT, de bien-être au travail. Donc comment on explique ce décalage entre la prise de conscience des organisations et donc cette hausse des arrêts de travail? Parce qu'on est sur un temps long, effectivement, il y a eu vraiment une accélération, une prise de conscience de ces sujets-là depuis la crise de Covid, où en fait le seuil de tolérance par rapport à ce type de souffrance a complètement évolué. Ce qui est intéressant dans les chiffres qui sont donnés, c'est qu'on voit que c'est la population les plus jeunes qui sont touchés par cet absentéisme. Donc du coup, on est complètement loin du cliché, voilà, de la personne qui ne serait pas engagée parce que ça ferait longtemps qu'elle serait sur ce poste. Au contraire, c'est ça, le vrai signal d'alerte, c'est que ça touche les jeunes. Alors pourquoi? Déjà, c'est vrai que c'est une population où déjà la santé mentale est impacté par l'actualité internationale. On a beaucoup de jeunes qui souffrent d'éco-anxiété, la crise par rapport à la guerre en Ukraine. Enfin, on est dans un contexte très anxiogène. Et de manière plus générale, je pense que les gens n'acceptent plus de souffrir à cause... Alors souvent, c'est pas, on va revenir, c'est pas l'entreprise, mais à cause de tel manager. On le dit bien, on ne quitte pas l'entreprise, on quitte ce manager-là. Et pourquoi ça demande du temps? Parce qu'il faut former les managers. Du coup, ça prend du temps de les former. Il faut attendre de voir quels sont les résultats sur le terrain. Et je pense que la prise de conscience, elle est difficile à mettre en place parce que pendant des années, on a fonctionné uniquement en notant les managers sur l'aspect résultat. Et là, pour le coup, on a d'autres enjeux, d'autres manières d'évaluer les managers qui rentrent en compte, comme l'intelligence émotionnelle, la manière de manager. Et ça prend plus de temps. Pierre Guillet, à quelle raison vous identifiez cette hausse de l'absentéisme? Je pense que c'est le sens au travail. C'est ce dont on entend beaucoup parler, notamment chez les jeunes. Et aux entrepreneurs et dirigeants chrétiens, on pense justement que aujourd'hui, si on place la personne au centre de l'activité de l'entreprise, on a beaucoup moins de turnover. Dans les entreprises familiales, on voit que là aussi, il y a beaucoup moins de turnover que dans les autres entreprises. Je pense qu'il y a vraiment cette question de la place de la personne dans l'entreprise. Et quand on s'intéresse aux gens, souvent, on évite de rentrer. Il y a beaucoup aussi d'arrêts qui sont liés justement à la réaction d'une situation de conflit dans l'entreprise, qui peut au départ être simplement une réaction, puis après se transformer en maladie ou en souffrance. Et ça, on pense vraiment que c'est quelque chose qui peut être... Donc, quelques solutions, une ou deux concrètes aujourd'hui pour faire se sentir bien les salariés? C'est tout simplement donner un cap, rien que ça. Ne serait-ce le cap dans une entreprise, il n'est pas forcément le bon, mais il faut qu'il y en ait un. Et il faut le réajuster en permanence. Et ce cap, on ne peut le définir qu'en associant l'ensemble de l'équipe, l'ensemble du personnel à la définition de cette direction qu'on va donner à l'activité. Il faut partager en fait les décisions avec l'ensemble des collaborateurs. Le dialogue, c'est par ça qu'on résout la plupart des problèmes. Et moi, j'étais très étonné parce que, en regardant ces chiffres, tantôt, on a mis en place du télétravail qui était censé apporter à la fois de la souplesse, moins de transport et donc une forme de qualité de vie.
Et paradoxalement, on voit ces chiffres-là qui nous donnent des résultats qui sont incroyables, qu'on n'a jamais eus. Donc finalement, l'analyse de ça, c'est qu'il y a autre chose, et que cette autre chose, c'est cette absence de sens, cette absence de réflexion commune, collective, sur ce à quoi sert l'entreprise, sa raison d'être. Pourquoi est-elle faite, en quoi est-elle singulière ? Sylvain Bersinger, sur ce paradoxe, en effet, où on commence à se poser toutes ces questions au sein des organisations, et pourtant les chiffres sont ce qu'ils sont, je les ai donnés en préambule. Oui, alors c'est vrai qu'il y a une hausse dans les chiffres, après par rapport à 2020, là où c'est un peu moins fort, donc il ne faut pas non plus exagérer cette hausse, mais non, je crois, alors déjà, je trouve que ça rejoint un peu aussi le débat sur les retraites, parce qu'on a parlé des jeunes, c'est vrai que dans les chiffres qu'on a donnés, les jeunes sont très présents, mais dans le débat sur les retraites, il y avait ça, il y avait... il faut travailler plus longtemps, oui, mais je suis mal dans mon entreprise, oui, mais de toute façon, je suis un senior qu'on a déjà placardisé, etc. Donc, je pense que c'est un débat plus large. Et oui, je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire que si on gère l'entreprise juste sur tu viens, tu as un salaire, tu as une relation uniquement contractuelle, eh ben, on génère en fait de la désappétence, on est un peu un mercenaire et ça crée de la conflictualité. Au moindre problème, on n'a pas envie de s'investir. Donc oui, je pense que... C'est au manager donc, de réengager. Voilà, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais je pense que c'est ça. Il faut dire, bah, ok, tu viens pour un salaire, mais il y a aussi une équipe, on fait des produits qui servent des clients, on a une vision, aujourd'hui tu es sur tel poste, mais peut-être que dans 3 ans tu seras sur tel autre, etc. Donc c'est essayer de ne pas être juste dans une relation purement commerciale et financière au travail, mais sur une relation plus large en fait. Olivia Copin, oui. 10 secondes. Oui, au-delà, effectivement, le sens est très important, mais au-delà, c'est vraiment, je pense, sur la relation entre le manager et les salariés, parce qu'il y a aussi un problème de reconnaissance, c'est ce qui est indiqué dans les chiffres. Et qui donne la reconnaissance eh bien, c'est les managers de proximité, c'est les N+1, et il y a je pense, un vrai sujet sur ces questions-là. On finit donc par le poids des startups dans le tissu économique et de l'emploi en France. Les résultats d'une étude de France Digital et Actuel Group vont nous aider à discuter ce sujet, puisque les startups tricolores, on apprend dans l'étude, ont créé 700 000 emplois directs et indirects en France en 10 ans, soit un emploi sur 25. En moyenne, une startup française crée 30 emplois et celle qui lève des fonds crée 2,5 fois plus d'emplois que celle qui s'autofinance. Pierre Guillet, est-ce qu'il y a 10 ans, au lancement du label French Tech, on pouvait s'attendre à ces chiffres ? Moi, je suis un peu dubitatif sur ces chiffres. Si vous voulez, ce qui est important, c'est en fait la pérennité de l'entreprise qui crée ces 30 emplois en moyenne. Parce que dans le phénomène start-up, il y a beaucoup d'entreprises, les 3 sujets sont liés. Il y a beaucoup d'entreprises qui perdent de l'argent durablement. Donc voilà, les fonds levés permettent de renflouer les pertes, mais qu'est-ce qu'on partage comme valeur si ce n'est celle du dirigeant actionnaire qui va après revendre peut-être ses parts ou se faire racheter par une autre entreprise. Mais combien créer des emplois durables ? Aujourd'hui, on n'a que 27 licornes en France. Combien de start-up deviennent des ETI et deviennent des licornes ? Aujourd'hui, moi, je pense que c'est ça qui est important. Oui, il faut les mettre en perspective de la durée de vie de ces Mais oui, parce qu'un entrepreneur, son souci, c'est de pérenniser ses emplois. C'est de donner, on donne des salaires à des gens, on peut éventuellement partager la valeur, on se soucie du bien-être de ses salariés et aux entrepreneurs et dirigeants chrétiens, on pense qu'il faut vraiment se focaliser là-dessus. Créer des emplois, c'est génial, c'est super, c'est un objectif, mais un emploi pérenne, c'est encore mieux. Olivia Copin, sur la qualité de ces emplois. Oui, je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit. C'est vrai qu'on avait mis en avant cet étendard, la Startup Nation. Donc, effectivement, la France, voilà, l'idée, c'est d'avoir des emplois qui durent. En tout cas, ce qu'on peut nous dire, c'est que c'est quand même des emplois qui sont très attractifs auprès des jeunes diplômés, voilà, qui sortent des grandes écoles. Beaucoup de CDI, tout de même. Oui. Si on parle d'emplois de qualité. Oui, c'est pour ça. Alors après, c'est juste, je pense que c'est sur un emploi de qualité. Exactement. Chacun son avis sur la question. Voilà, en fait, c'est la longévité de ces structures-là. Est-ce qu'elles existent 4, 5 ou 10 ans voilà, mais Vous savez que la durée de vie moyenne d'une entreprise en France, c'est 20 ans. Et ça interroge. Et donc, dans les startups, c'est forcément beaucoup moins. Donc, ce qui est important, c'est que, un petit peu sur peut-être le modèle allemand, on crée des entreprises qui s'enracinent dans le paysage économique, qui durent et qui se transforment pour créer encore plus d'emplois. Sylvain Bersinger, il nous reste 1 minute 30. Je vais poser la question, puisque vous êtes notre chef économiste aujourd'hui sur le plateau. Voilà. Est-ce que véritablement, parce que c'est quand même bien en dessous de certains chiffres, certains pans de l'industrie, par exemple, qui créent aujourd'hui des emplois, voilà. Est-ce que vous diriez malgré tout qu'elle participe activement au tissu de l'emploi en France ? Est-ce que vous mettez un bémol là aussi sur ces chiffres ? Voilà, on terminera là-dessus.
Non, mais c'est sûr qu'elle participe, ça fait aucun doute. Mais je crois qu'en effet, la question, c'est la croissance aussi de ces entreprises. C'est-à-dire que avoir plein de startups qui se créent et qui créent quelques emplois, c'est génial. La question, c'est comment on les transforme en GAFA de demain, en fait. On en passe de 30 emplois à 30 000. Donc, on ne peut que se féliciter de voir cette envie entrepreneuriale chez plein de jeunes qui montent des startups, qui vont travailler dans des startups. Mais voilà, après, la marche qui est peut-être un peu plus difficile, c'est de passer de la startup à un GAFA. Et pour l'instant, c'est vrai qu'en France, alors, il y a des réussites, il y a des licornes, comme on dit, etc. Mais je crois que le défi, il est d'arriver notamment à financer ces entreprises et à les faire grandir, en fait. C'est un peu là la clé. Et ben voilà, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir débattu aujourd'hui avec nous dans Smart Job. Pierre Guillet, je rappelle, vous êtes PDG de Ezion et président du mouvement des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Olivia Copin, fondatrice de Just Business, coach et enseignante en bien-être au travail. Et Sylvain Bersinger, vous êtes chef économiste au cabinet Asterès. Merci beaucoup à tous les trois de nous avoir accompagnés. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est pas fini, tout de suite ces fenêtres sur l'emploi.